Décryptage par Jamaldine Benchenouf. Bonsoir. Nous recevons aujourd'hui une personnalité politique algérienne très active, qui n'est plus à présenter en fait, mais permettez-moi de rappeler de lui qu'il est un intellectuel initialement forgé dans le bénabisme, mais pas seulement. Un homme politique qui s'est engagé très jeune dans la réflexion et l'action politique, autant avec toute l'habilité que nécessitent les brides sévères d'un système politique que ses propres aspirations à une situation plus claire, plus porteuse. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'Algérie et l'islam, en plus d'un très grand nombre d'articles et de publications entre 1970 et 2025, parus dans un contexte politique et culturel très difficile, un contexte d'étouffement et de contrainte de la pensée politique. Je ne vous en dis pas plus. Nous avons donc le plaisir et l'honneur de recevoir Nordin Bokra. Nordin Bokra, merci d'avoir accepté notre invitation. Nordin Bokra, vous êtes avec nous? Oui, je vous entends, je vous entends. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est Jamel. Merci. Alors, je sais qu'il n'est pas facile de pouvoir embrasser en quelques mots une situation aussi complexe que celle de l'Algérie, mais pourriez-vous nous faire un état des lieux aussi expressif qu'il serait bref, parce que nous avons beaucoup de questions à vous poser, Nordin Bokra. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je crois que, à essayer de résumer les choses, je dirais que l'Algérie vit depuis pas mal de temps avec des vulnérabilités qui, tout au fil des années, se transforment. Ces vulnérabilités se transforment en menaces. Les vulnérabilités sont d'ordre économique, politique, essentiellement. Économique, bon, la réalité le dit tous les jours. La réalité parle d'elle-même. Les problèmes de produits de première nécessité, etc. Les problèmes politiques, c'est le clivage qu'il y a entre les autorités et les citoyens, la société civile, ce qu'on appellerait, on devrait appeler la société civile, mais qui est en voie d'extinction. Donc voilà les vulnérabilités de l'Algérie qui se transforment, qui ont des répercussions à l'étranger, qui deviennent exploitables par l'étranger, utilisables, dans lesquels l'étranger, les calculs stratégiques extérieurs, voient des trous de souris pour rentrer dans la problématique algérienne et la dérailler selon leurs vœux. Alors, comment l'Algérie en est-elle arrivée à une telle bérésina, si je peux dire, après de si belles promesses, celle d'un pays qui s'est libéré d'une longue nuit coloniale, qui était habité, dont le peuple était habité d'allégresse, de joie, dont les horizons étaient lumineux. Et puis là, aujourd'hui, nous avons ce que nous avons, un système totalement perverti, des valeurs, des vertus qui ont résisté à un long colonialisme, à plusieurs colonialismes, j'allais dire, et qui aujourd'hui a fait de nous un peuple une société, pardon, que vous décrivez très bien lorsque vous parlez de réchinisme, entre autres, mais pas seulement. Parce que l'Algérie, quand elle a mis les pieds dans l'indépendance, on lui a proposé une sorte d'idéal, le parti unique, porté par une pensée unique et qui s'exprime à travers un discours unique. C'était une erreur d'aiguillage. Il y avait
peut-être d'autres choix à faire qui n'ont pas été faits. Ce modèle socialiste, ce modèle de parti unique a explosé en octobre 88. Et là, les autorités ont pensé instaurer une démocratie. La parole a été donnée réellement à la société pendant un court laps de temps, mais un phénomène est apparu à l'intérieur de la société. Au sein du peuple, c'était le choix électoral au profit de l'islamisme. Donc voilà, après 30 ans d'échec dans le socialisme, l'ouverture démocratique a été euh, mal exploitée, elle a été mal utilisée et on s'est retrouvé avec une décennie de terrorisme et de guerre civile. Bon, s'en est suivi l'ère de Bouteflika, donc là, depuis 2000 jusqu'à 2019. 2019, cette même société a généré une espérance nouvelle qui était fantastique. C'était le Hirak, où on voyait des millions, des dizaines de millions de personnes défiler, revendiquer paisiblement, de manière très civilisée, revendiquer des libertés publiques, réclamer la réalisation d'un rêve. Le rêve, c'était les valeurs du 1er novembre 54 telles que définies par l'appel du 1er novembre. La fameuse société, le fameux pays, le fameux État démocratique et social. Voilà, donc on en est là depuis 2019. Donc, il y a eu la crise, le départ forcé de Bouteflika, l'arrêt brutal du Hirak. Bien sûr, il y avait d'autres facteurs qui ont joué, comme le Covid-19. Voilà, donc l'Algérie se débat encore, comme si elle ne devait passer que d'une crise à une autre, et non pas d'une crise à une ère de solution, une ère de stabilité définitive. Voilà, donc on se débat toujours, on se démène avec les problèmes du quotidien, avec le problème de lentilles, de blé, de pneus, de je ne sais pas quoi. On y est toujours, malheureusement. L'Algérie est toujours à la recherche d'un idéal, même pas d'un idéal, de l'obtention du droit de penser librement, de s'exprimer librement. Voilà, maintenant, vous ne pouvez même pas utiliser sereinement les réseaux sociaux. Vous avez peur de dire quelque chose, de faire un mauvais clic, et puis vous pourrez vous retrouver en prison. Donc, on n'avance pas. L'Algérie recule, elle fait deux pas en avant et beaucoup de pas en arrière. Oui, mais Nordi Boukro, vous et moi, avant le même âge, nous avions une douzaine d'années à l'indépendance et nous avons connu une toute autre société, rappelez-vous, où la plupart des gens étaient analphabétisés, où nous manquions de tout, où nous n'avions pas ces moyens technologiques et ce confort que la plupart des gens ont aujourd'hui grâce à la seule ressource hydrocarbures, il faut le préciser. Mais à ce moment-là, juste après l'indépendance, et pendant peut-être une dizaine d'années, sauf que chaque jour, ça allait un peu plus mal, de façon quasiment invisible, mais qui se ressentait. Comment nous en sommes arrivés aujourd'hui? D'ailleurs, Boumediene, je me rappelle, avait promis de nous créer, de nous façonner, Ar-Rajul al-Jadid, l'homme nouveau, que nous voyons aujourd'hui sur la scène. Comment ont-ils pu nous pervertir à ce point? Comment ont-ils pu extirper de notre être collectif, de notre âme profonde, toutes ces vertus, toutes ces valeurs que nous avons pu conserver pendant, j'allais dire, des siècles, en passant par 3 ou 4 ou 5 colonialismes successifs depuis un millier d'années. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment nous avons pu déchoir à ce point? Oui, parce que l'Algérie des années 50 était une Algérie qui était dressée contre la colonisation de l'Algérie. Il y avait eu un travail qui avait été mené par des personnalités, des figures civilisationnelles, comme Farhat Abbas, comme Ben Badis, comme Ben Nabi, Ali El-Hammami, etc. Des personnalités donc, qui répandaient, qui propageaient une culture nationaliste tournée vers les idéaux d'indépendance, que l'Algérie serait une terre de paix, de verdure et de fraternité. Donc, ce peuple-là a été conditionné par de bonnes idées, de vraies idées, depuis les années 1920 jusqu'au déclenchement de la Révolution en 1954. Là, c'est le peuple qui n'avait plus à donner que son sang, que sa vie,
Et il l'a fait d'une façon extraordinaire. Je crois que jamais le peuple algérien n'a été aussi uni contre la période 54-62. Jamais, ni avant, puisqu'il s'est exposé à des formes de colonisation diverses, ni après, puisqu'il n'a pas pu, une fois qu'il avait les clés de la maison entre les mains, et parce qu'il avait le malheur de ne pas avoir une bonne direction. C'est ça le problème. Le problème, c'est que la révolution a avorté d'une réalité qui n'était pas souhaitable. On a, on a fait face à l'indépendance avec un modèle importé d'Union soviétique, le modèle du parti unique, parce que ça arrangeait les clans qui étaient là, qui n'étaient intéressés au premier chef que par la prise du pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'il leur fallait comme idéologie? Ils ont pris une idéologie toute prête. C'était le marxisme-léninisme, le progressisme, l'esprit révolutionnaire. Bon, on enrobait ça dans des mots pour que ça passe dans la société. L'homme nouveau, la révolution culturelle, industrielle, etc. Et finalement, qu'est-ce qu'on a eu? Octobre 88, puis 10 années de terrorisme. Voilà. Donc, le problème de l'Algérie, un peuple saint, il était saint d'esprit, dans son âme, dans son engagement. Il n'a rien refusé à la liberté de l'Algérie. Il a tout donné. Et il a été trahi par de l'incompétence, par des gens qui cherchaient en fait leurs intérêts privés, leurs intérêts claniques, plutôt que d'édifier un pays avec la contribution de la société de tout le monde. Même s'il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient instruits, etc. Mais l'Algérie a pensé l'appel du 1er novembre, elle a pensé à travers Aben, etc., la plateforme de la Soumam, et avec ces deux documents, elle a libéré le pays. Le troisième document, le programme de Tripoli, a été rédigé par quelques plumes qui étaient vouées à la prospérité du marxisme-léninisme. C'est tout. C'est ça la vérité. Et ce programme de Tripoli a été suivi par la charte d'Alger de 64, où l'Algérie devenait une république socialiste comme les pays de l'Est. Et est-ce que vous pensez que de tels systèmes prédateurs, des médiocraties qui ne se spécialisent que dans l'impéritie, doublées d'une mafiocratie, fondée sur la corruption des élites, sur la corruption de masse, sur l'implantation de relais fliqueurs, j'allais dire, est-ce que vous pensez qu'un tel système qui a plus que commis, perpétré de tels ravages, non pas sur l'économie seulement, non pas sur l'urbanisme, ou sur les villes, ou sur la façon de vivre, ou sur la société, ou sur la répression, non, mais sur l'âme profonde de tout un peuple. Est-ce que vous pensez que de tels ravages peuvent être corrigés, rectifiés à travers un processus donné, je ne sais pas, une révolution culturelle, une révolution tout court? C'est possible parce qu'il y a des nations qui sont bloquées, des nations dont l'évolution semble bloquée. Mais il y a un moment, la vie, on ne l'arrête pas. La vie trouve toujours son chemin. L'Algérie va trouver son chemin. Parce que l'Algérien, de toute façon, ce n'est pas le peuple de 1962, n'est pas le peuple d'aujourd'hui. On parle de peuple algérien, mais à l'intérieur de la mécanique peuple, il y a les générations, le renouvellement des générations. On a vu comment les générations qui ont libéré le pays, par quoi elles ont été conditionnées, par le mouvement national, par les idées indépendantistes, par les chants révolutionnaires, patriotiques, nationalistes, qui étaient écrits par Zakaria, Moufdi Zakaria et beaucoup d'autres, beaucoup de poètes, beaucoup. On avait beaucoup de nashids, beaucoup de chants patriotiques. C'était ça qui faisait qui soudait les Algériens entre eux. On croyait aux mêmes choses. On croyait vraiment en un avenir prospère, un pays très vert et tout. Ça a été la désertification, la saharisation de l'Algérie. Et maintenant, c'est le nihilisme. C'est le nihilisme. C'est un peuple qui vit au jour le jour, d'une loi de finances à une autre, d'un échec à un autre. Bon, on vit parce on a peut-être voilà, la bénédiction ou la malédiction d'avoir du pétrole, des hydrocarbures qui nous permettent de vivre pratiquement sans disposer d'une économie. On en reçoit en contrepartie de la vente de nos hydrocarbures des devises qu'on utilise à importer pour importer de quoi manger, etc., quelques équipements par-ci par-là. C'est comme ça. Donc l'Algérie a passé les 60 dernières années de son existence. On n'a encore rien construit de définitif
de profondément ancré dans la réalité sociale et économique algérienne, on est toujours dans l'espoir du lendemain. Et je crois que c'est faisable. On peut encore aujourd'hui, en 2026, en ce mois de janvier, inaugurer quelque chose, essayer quelque chose de nouveau, plutôt que de reproduire les échecs. J'ai lancé quelques idées récemment. J'ai dit, peu importe moi, ce qui s'est passé depuis 2019 à ici. 2019, c'est le Hirak. Ça a été une espérance comme on n'en a jamais vu, même pas en 1962. 1962, l'indépendance, tout de suite, ça a été les tueries entre les clans qui disputaient le pouvoir, entre le clan d'Oujda, entre le GPRA, etc. 2019, c'était la première fois que les nouvelles générations montraient la même âme que celle qu'avaient montré leurs ascendants, leurs parents, leurs grands-parents et tout, pendant la Révolution, entre 54 et 62. Mais cet espoir a été, encore une fois, déçu, trahi, assassiné par des calculs mesquins. C'est ça qu'il faut dire, c'est ça, c'est comme ça l'Algérie. Donc, on doit encore nous remettre à l'ouvrage. Peu importe ce qui s'est passé, il s'agit de préserver l'avenir, de laisser une chance aux générations qui ont aujourd'hui 10-15 ans, l'espoir de continuer à vivre dans leur pays, parce que maintenant, les jeunes, ils s'en vont. À 14 ans, à 15 ans, on l'a vu, n'est-ce pas? Tout le monde a vu cette petite embarcation où il y avait 7 ou 8 enfants, comme ça, qui traversaient la mer, qui acceptaient de périr en mer. Donc, on peut encore construire l'Algérie. Il sera toujours temps de la construire. Il ne Mais faut pas se comment, Nordin démobiliser. Bokro, comment? Parce que dans votre expression politique à travers les réseaux sociaux, peut-être le seul espace qui reste accessible, vous semblez proposer des solutions, du moins des initiatives politiques comme celle de la création d'un congrès national pour cimenter l'aspiration à l'avènement d'un État de droit. Mais comment? De quelle façon? De quelle façon? Pratiquement. Bon, peu importe ce qui s'est passé de 2019 à maintenant, c'est-à-dire les élections qui ont eu lieu, deux présidentielles, l'Assemblée nationale, etc., le référendum sur la nouvelle constitution. Bon, toutes ces institutions ont été marquées par un très fort taux d'abstention. Les Algériens ne se sont pas engagés dans ces scrutins. On va demain, au mois de juin prochain, on va devoir aller aux urnes pour élire une nouvelle Assemblée nationale. Je me dis que, compte tenu du déficit de légitimité de l'actuelle Assemblée, il ne faut pas aller à de nouvelles élections en ne donnant aucune importance au taux de participation. Donc, j'ai suggéré dans une de mes interventions que le président qui a engagé son deuxième mandat, réfléchissent à ce que les prochaines institutions, les prochains scrutins soient meilleurs que les précédents, qu'il y ait une bonne représentativité des institutions. Donc, j'ai pensé que, parce que lui-même a parlé de dialogue, le président a parlé d'ouverture d'un dialogue, que ce dialogue ne soit pas comme les précédents, comme ça, entre soi, et comme ça, pour des intérêts de calcul de court terme et tout. Non. Nous avons maintenant un problème avec la Kabylie. Un problème que, bon, la Kabylie, elle est connue pour ne pas trop participer aux élections. Ça, c'était de façon un peu comme ça. Mais maintenant que la Kabylie ne se prononce pas, ne choisissent pas, ne votent pas massivement de façon importante dans le prochain scrutin, ça va être grave. Parce que maintenant, comme j'ai dit, nos vulnérabilités se sont transformées en menaces extérieures et les gens n'attendent que ça pour creuser encore, n'est-ce pas, pour dessiner comme ça cette fameuse Kabylie et dire voilà, la Kabylie n'était pas représentée par l'Assemblée nationale de 2021 à 2026, puisqu'il y a un taux de participation de 4 ou 5. On ne crée pas un pays, un État avec 4 ou 5 et se dire non, non, peu importe le taux de participation. Donc voilà, je me dis qu'il faut initier un dialogue national avec la société et non pas avec seulement des acteurs politiques. De toute façon, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y a que des fantômes de partis, des fantômes de classe politique. C'est tout. Donc, il ne faut pas aller à une deuxième assemblée pour 5 autres années avec un Parlement
de briques et de brocs. Ce serait très grave pour le pays. Parce qu'à ce moment-là, beaucoup de gens se diront, maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle la Kabylie, la République de Kabylie, etc. Et ça, c'est pas Farhat Mhenni qui a créé ça. L'idée était très ancienne. Mais maintenant, elle trouve dans la réalité sociale et politique un ancrage nouveau. Les gens vont développer une espérance, ils vont dire tout simplement l'Algérie institutionnelle, officielle, ne veut pas de nous, ne tient pas compte de nous, de nos demandes, de nos aspirations. Eh bien, on va rêver d'un autre pays, on va rêver d'une Kabylie Et vous indépendante. pensez, C'est grave, je le dis comme ça. vous pensez que la majorité de la Kabylie, la quasi-totalité de la Kabylie, et ça se voit, qui ne soutient pas le projet du MAC, ça se saurait sinon d'une façon ou d'une autre, vous pensez qu'elle serait tentée de rejoindre, de rallier un mouvement séparatiste, ou peut-être de fonder un autre mouvement qui ne soit pas séparatiste, mais qui soit, j'allais dire, fixé sur la seule Kabylie, une large autonomie. Vous pensez que nous pourrions arriver à de telles extrémités? Non, ce qui est clair, moi je pense que la problématique de la Kabylie existe depuis des décennies. Ce n'est pas Farhat Mhenni ni le MAC qui a créé ça. Ça remonte au 19e siècle. Ça remonte au 19e siècle lorsque une lutte idéologique, à l'époque on appelait cela, commençait à voir comment diviser ce pays, cette société. Avec les décennies est apparue la revendication berbère, berbériste, comme on appelait ça, le mouvement culturel berbère, en 80. Ce n'était pas quelque chose pour... C'était une revendication pour une reconnaissance culturelle, identitaire. L'Algérie officielle a mis quelques décennies, mais elle a réglé ce problème puisqu'elle a intégré tous les aspects de notre linguistique, identitaire dans la Constitution. Je crois que là, tout le monde est d'accord, il y a un consensus. Il reste bien sûr à mettre en route le processus d'utilisation de la langue berbère de la Mazir, comment lui donner, le doter d'une graphie, etc. Je dis mais cette problématique de la Kabylie, maintenant elle est exploitée par l'extérieur. Je vous dis qu'elle est utilisée, elle devient une menace étrangère. Il y a des pays qui voudraient voir la Kabylie, encore une fois, s'abstenir et dire, ah voilà, la Kabylie n'a pas voté, elle n'est pas représentée, il faut la doter de ses propres représentants. Les gens qui demandaient le facteur identitaire sont contre le MAC, je le sais. Il n'y a pas 98% les 98% de l'Algérie et 99% de la Kabylie sont contre cette aventure du MAC. J'ai écrit beaucoup là-dessus, j'ai fait des débats, etc., y compris avec Farhat Ben et tout. Le problème n'est pas là. Maintenant, c'est que c'est nous qui donnons à l'étranger le moyen de rentrer dans notre cuisine et de la détruire. Voilà, tout simplement. Les gens vont encourager, parce que moi, je me rappelle très bien, en 2001, 2011, juste en 2021, juste avant l'élection de cette assemblée, j'avais écrit plusieurs articles qui m'ont valu d'être interdit de séjour dans mon pays, une répression, etc. Parce que j'avais dit, on ne peut pas monter des institutions avec 4% de vote. Ce n'est pas possible. Il vaut mieux faire une conférence nationale, demander leur avis aux gens. Comment faire pour ne pas avoir des institutions boiteuses, condamnées à être à l'échec? C'est tout. Il ne faut pas faire comme s'il n'y avait plus maintenant des gens. Maintenant, Israël attend le moment de. J'ai vu hier ou avant-hier la Knesset discuter. Elle a ouvert un débat sur la reconnaissance du MAC, enfin de la République je ne sais pas comment elle l'appelle, de Kabylie. Mais ça commence, mais ça va s'amplifier. Ces problèmes, ils demandent 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais après, ils deviennent vraiment des projets politiques. Donc maintenant, l'Algérie, elle subira le chantage. Le premier pays qui... Je l'ai écrit. J'ai écrit ça il y a plusieurs mois, avec la proclamation qui a eu lieu en décembre de la République. Le premier pays qui reconnaîtra le MAC et la République de Kabylie, même si elle ne se réalisera pas avant un siècle, c'est fini. Il va donner des arguments diplomatiques à des pays qui veulent détruire l'Algérie. Israël maintenant est à nos frontières grâce à notre frère marocain. Voilà. Monsieur Trump est à prendre pour quelque chose, une menace sur tous les pays du monde. C'est quelqu'un qui peut à tout moment, comme ça, de façon fantaisiste, de dire, bon, moi je veux savoir qu'est-ce que c'est ce Kabylie, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et voilà. Et on ne nous met pas un caillou dans la chaussure, mais de grosses pierres.
Je ne vous entends pas, c'est Jamal, hein. Que cette, comment dire, cette décision du pouvoir de façon unilatérale à reconnaître la mazirité, la langue tamazight, la scolarisation des enfants en langue tamazight, l'officialisation de la langue, est-ce que vous pensez que c'est une réalité ou c'est juste un paquet cadeau très, très bien emballé, sauf que dedans, il n'y a rien? La langue amazigh officielle ne l'est pas du tout. Elle n'est utilisée par aucune administration, par aucun ministère, même pas dans le discours officiel. Les écoles, il n'y a quasiment pas de scolarisation. Pour un projet qui est de toutes les façons ficelé trop vite, c'est quasiment une nouvelle langue qui a été créée à la hâte. Ce n'est pas le berbère d'Ishaouia, ce n'est même pas le berbère des Kabyles, ce n'est même pas le berbère des Chinois, des Touaregs. C'est un assemblage fait à la va-vite, un bricolage où personne ne se reconnaît et que de toute façon a montré ses limites, puisqu'aujourd'hui, il est quasiment inexploitable. C'est donc juste un cadeau empoisonné pour gagner la paix sociale en Kabylie et puis passer à autre chose. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le cas en fait? Ça, c'est la problématique de l'ensemble de la majorité, c'est-à-dire tous les pays du Maghreb pratiquement. D'ailleurs, cette problématique a commencé, elle est née au Maroc avant de naître en Algérie. C'est là-bas qu'avait commencé la revendication parce qu'il y avait un travail qui s'était fait, comme chez nous. Au 19e siècle, il y avait un travail qui se faisait, la vigerie, la création des pères blancs, le père de Foucault, Ataman al-Assad, qui a été tué par les Touaregs en 1916 parce qu'il menait un travail comme ça, il armait des gens et tout et tout. Bon, maintenant, bon, la majorité, c'est une identité dont tous les Algériens se prévalent. Tout le monde, pratiquement, on a découvert cela. Moi, j'ai fait partie, ma génération a fait partie des gens qui ont découvert ça. Mais en même temps, moi, j'ai déjà, à l'époque, en 80, j'avais écrit une série d'articles sur ça, sur la question berbère. Et voilà, à l'époque, mes idées étaient plutôt faites de méfiance parce que, comme le disait un spécialiste de la question berbère français à l'époque, que j'avais lu dans ma jeunesse, qui disait que la berbérologie est une science purement française. Je me rappelle de cette phrase dans un de ses ouvrages. À l'époque, bon, on voyait cet aspect-là de la l'étudiologie, commençait par les Algériens. Maintenant, la majorité, si elle ne dispose pas d'une graphie, comment l'écrire? Bon, des gens proposaient les caractères arabes, Comment d'autres l'écrire, proposaient les caractères Nordin latins. Bokro? Comment unifier le vocabulaire, unifier la grammaire? C'est un travail de décennies, un travail sérieux, pas un Absolument. travail démagogique. Absolument. Mais ça, c'est pas ce reproche ne peut pas être fait à l'État. Il faut développer un système de consultation qui touche toute la Tamazra, tous les peuples concernés par cette question, et la doter d'une graphie, voilà, de s'entendre sur une grammaire. Il y avait, moi je me rappelle, il a existé une grammaire qui avait été faite par un père blanc. Il y avait le père Bois, le père Desjeux, c'est des personnalités culturelles, intellectuelles algériennes qui vivaient au temps de la colonisation et même au temps de l'indépendance. Donc, bon, il y a des gens qui font des efforts et il faut que ça soit pris en charge par les États de tout l'ensemble maghrébin. Bon, on va y arriver, je ne sais pas comment, mais ça, c'est pas quelque chose qui est propre à l'Algérie. Ce n'est pas spécifique à l'Algérie et ce n'est pas non plus un piège créé par le pouvoir. C'est à lui de créer la grammaire ou non. Bien sûr que le moyen, l'État doit mettre les moyens institutionnels, les moyens financiers, les moyens de formation, prendre à sa charge. Mais il faut que le travail soit fait d'abord par les penseurs, par les intellectuels, par les grammairiens, par les spécialistes du sujet. Pour l'instant, la question berbère intéresse les pays qui ont voulu diviser le Maroc en 1930 quand ils ont fait signer au roi le Dahir berbère. C'est la même chose en Algérie, ce sera la même chose en Libye, en Égypte, en Tunisie, dans tous les pays de Tamzra. Donc voilà, ça, pour l'instant, la question berbère va être exploitée sous l'angle politique, alors qu'auparavant, elle était sous l'angle culturel, intellectuel. Oui, Maintenant, c'est politique. On tout cherche à à fait. diviser l'Algérie, à la couper. Et c'est pas la couper parce qu'elle est indivisible. Il n'y a pas comment la couper. Comme je l'ai qualifié, moi, c'est la cage thoracique de l'Algérie, la Kabylie.
Voilà. Euh, Mais il y a des pays qui vont se contenter de cet argument pour le retourner contre l'Algérie. Ça ne les intéresse pas vraiment qu'il y ait un État kabyle. Non, c'est pour faire du chantage à l'Algérie. Voilà, vous cédez sur tel dossier, sinon on va reconnaître le MAC ou quelque chose d'autre, parce qu'il y aura d'autres gens qui viendront après. Farhat Mahani. Farhat Mahani a mené un travail. Avant lui, il y avait d'autres gens qui travaillaient dans cette mission. Lui, il a fait le pas. Il a fait un pas, il a fait un pas qu'aucun Algérien, qu'aucun Kabyle n'avait tenté auparavant, c'est-à-dire proclamer une entité politique. Mais d'autres viendront animés et portés par cette revendication uniquement politique. Très bien. Donc, il ne faut pas porter de l'eau voilà, au moulin de ces projets. Revenons à votre initiative, à votre projet de congrès national. Euh, dans les faits, dans la pratique, dans la vie de tous les jours, comment comptez-vous mettre sur le chantier un tel projet qui est énormissime, qui tend, j'imagine, à créer une synergie de toutes les dynamiques en présence, les dynamiques vives qui vont dans le sens d'un état de droit. Mais c'est très bien, c'est louable. Mais comment faire dans la réalité des choses? Lancer un appel, créer un noyau autour duquel pourraient s'agglomérer d'autres initiatives. Dites-nous. Moi, je l'ai dit, c'est une idée que j'ai lancée comme ça. Ce n'est pas mon projet personnel, je ne peux pas le faire, personne ne peut le faire tout seul. Moi, j'ai adressé cette idée, je l'ai lancée à l'intention des pouvoirs publics et à leur tête le président de la République, pour qu'ils ne nous disent pas ce qu'il a dit en 2021. Au moment où il y avait le vote, il a dit non, on prend en compte les voix exprimées, les gens qui ont voté, c'est assez pour que l'institution soit légale. D'accord, elle est légale. Même avec 1%, une institution peut être légale. Mais dans la situation où on est, faire encore des élections avec 4% en Kabylie ou 2% ou même moins, c'est très grave pour la suite du dossier, parce que ce dossier a pris une nouvelle tournure avec ce projet de proclamation de l'indépendance de la Kabylie. Voilà, je le dis. Je dis, c'est l'occasion. Le président est sur son deuxième mandat. Il a encore 3 années et demie au moins. Il pourrait penser à l'avenir de l'Algérie et à renouer avec l'espérance qu'il a trouvée, lui, en 2019. L'espérance du Hirak qu'il avait béni. Il disait que c'était quelque chose de béni. Bien sûr que c'est quelque chose de béni. Mais c'est le moment maintenant de rendre justice à ce Hirak. Invitez les gens, faites quelque chose avec les institutions en place, l'Assemblée nationale, avant de cesser sa législature, avant la fin du mandat. On peut concevoir que l'Assemblée nationale et d'autres institutions publiques, légales, officielles, avec les représentants de la société civile, les gens qui étaient dans le Hirak, notamment, parce qu'actuellement, ils dorment en prison, alors que c'est des gens qui étaient des figures du Hirak. Il faut les libérer, ces gens-là. Et les autres, il ne faut mettre personne en prison pour des raisons de pensée ou d'expression. C'est la folie. On est en train de revenir à des décennies. Et encore même pas autant de Boumediene. Moi, je me rappelle, j'écrivais autant de Boumediene, autant de Chadli. Je critiquais le parti unique. Mes écrits sont connus. Personne ne m'a jamais mis en prison, il ne m'a qualifié de traître. J'ai écrit sous Chadli, sous Bouteflika, absolument toujours, de tout temps. Pendant 54 années, j'écris depuis plus d'un semi-siècle. Mais ce qu'on voit actuellement, c'est un assassinat de l'Algérie, l'Algérie qui pense, l'Algérie qui intellectuelle, l'Algérie culturelle, l'Algérie artistique. Mais bon sang, il faut libérer ce potentiel. Qu'est-ce qu'il y a à craindre d'une conférence nationale où on doit montrer que les prochaines institutions seront plus légitimes que les précédentes? C'est tout simplement ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Ça ne m'intéresse pas de le faire. Je n'ai aucune ambition personnelle. Je ne suis candidat à rien du tout. Mais je réfléchis et je réfléchirai et j'écrirai jusqu'à mon dernier souffle pour le bien de l'Algérie, parce que l'Algérie est aussi mon bien. C'est mon Algérie à moi. J'écris sur l'Algérie pour défendre cette Algérie depuis 1970 contre cette dérive-là du parti unique. Quand j'ai écrit Le génie des peuples à l'époque, l'Algérie tremblait sur ses fondements. J'avais pu publier cela, c'est des écrits qui étaient publiés. Personne ne m'a mis en prison, personne ne m'a accusé d'être un traître. Maintenant, pour rien, je vois mon nom. Bon, monsieur, le truc, il est Trump, je ne sais pas quoi, ou j'appelle Trump à intervenir.
C'est de la folie. Qu'est-ce que j'ai écrit 30 ou 40 sujets sur Trump pour le critiquer comme ne le fait personne. Ils sont ma page Facebook, sur mes vidéos, etc. Mais je vous dis que nous sommes là avec une menace météorologique, comme un typhon, comme un ouragan. C'est monsieur Trump. Il a toutes ces caractéristiques. Demain, il peut dire, moi, je reconnais la Kabylie. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, il leur dit, voilà, il y a 3%, personne ne reconnaît, donc ces gens-là sont éligibles à un État intrinsèque. Si monsieur Netanyahu a reconnu, comment il s'appelle ça, le Somaliland, Oui. pour moi, ce n'est qu'une étape pour aller à la reconnaissance de la Kabylie. Il l'a fait que pour ça. Israël sera peut-être le premier État à reconnaître. Et on sera dans des situations difficiles. Avec M. Trump qui est là aussi pour 3 ans et demi. Comme c'est bon, il leur reste à peu près le même. Alors faisons preuve, faisons montre d'intelligence. Les Algériens ne sont pas divorcés les uns des autres. Ils ont un problème avec leur pouvoir. C'est tout. Ce pouvoir doit se mettre au diapason de son peuple. Il faut qu'il se réconcilie avec son peuple. Même peu importe ce qui s'est Mais fait justement, avant ce Nordin jour. Bokro, quel est votre avis sur cette bérésinade diplomatique d'un pays encerclé quasiment maintenant par des pays devenus hostiles, à la tête duquel ce pays se trouve un monsieur qui semble baigner dans la mythomanie la plus débridée, qui affirme que nous faisons désormais partie du G20, qui nous parle de production agricole qui se chiffre en dizaines de milliards de dollars, d'une production d'eau dessalée d'1,3 milliard de mètres cubes par jour, qui déclare au secrétaire d'État américain, M. Kerry, que l'Algérie est capable de produire 30 millions de tonnes de blé par an, ça veut dire le rang du Canada. Quelle est votre approche sur ce contexte politique et géopolitique et diplomatique? L'Algérie est en dérive. Pour moi, l'Algérie est en dérive. Il faut qu'on la rattrape. Quoi qu'il soit arrivé avant, quelles que fussent les erreurs commises, l'essentiel, c'est de sauver, de regarder le rivage. Quelle est la distance qui reste à franchir pour arriver au rivage et sortir, Maintenant, l'Algérie est ce qu'elle est. On ne va pas tout le temps comme ça appeler à, je sais pas quoi, des révolutions, à des révoltes. Non, ce n'est plus le moment. Et je pense que peut-être on perdrait tout. Le contexte est défavorable à une expression comme ce qu'on est en train de voir en Iran. Un peuple sort manifester pour des raisons économiques. Je le rappelle, le 28 décembre, les Iraniens sont sortis parce que leur monnaie, leur dinar ne valait plus rien. Ils sont sortis et maintenant, le pouvoir, les pouvoirs publics tirent à la mitrailleuse. Ils ont tué des milliers de gens, d'après les chiffres, je ne sais pas. En tout cas, moi, ça me touche parce que j'ai vu ce pays quand il a fait la révolution de 79. J'étais là-bas, à Téhéran. J'ai vu comment ce peuple était porté par un sens du sacrifice extraordinaire, par son patriotisme, par les aspirations à une société juste. Et on croyait qu'il fallait leur donner, c'était leur erreur de croire que ce qui est religieux, en apparence, en surface, est une garantie divine. Ça, c'est le jeu, c'est le traquenard dans lequel nous a fait tomber l'islamisme. Et voilà maintenant que ce problème-là, regardez comment les choses ont dérivé. On ne sait pas ce qui va arriver. Est-ce que Trump va s'en mêler? Est-ce qu'il va bombarder? Et l'Iran va être ramené à... Donc, moi, je dis que, quelles que soient les dérives et les divagations auxquelles on assiste, il faut aspirer à réunir, à réunifier ce peuple de façon techniquement faisable, facile à faire avant la fin de la législature, inviter les facteurs, tout ce qui bouge dans le pays, d'utile, tout ce qui est utile, et dire voilà, comment faire un nouveau processus électoral sans toucher à la Constitution, sans toucher au mandat du président. Il faut 3 ans et demi. Qu'il les dévoue à l'Algérie. M. Tebboune devrait vouer ces 3 ans et demi qui lui restent de son mandat, le dévoue à l'Algérie. Il faut dévouer cela à l'Algérie, à réunifier l'Algérie, pas à mettre les Algériens en prison, pas en retirant leur nationalité aux Algériens. Ça ne devrait jamais se faire, envers personne, quel que soit son nom, quel que soit ce qu'il a fait.
Jamais personne auparavant n'avait parlé de déchoir les Algériens de leur nationalité. On peut les déchoir de leur vie, mais qu'ils meurent en Algérien. Ils veulent mourir en Algérien. Même le victime d'une injustice, mais pas comme ça, administrativement. Moi, je voulais que je vous dise une chose. J'ai été un jour au consulat ici, en France. J'ai été un consulat pour une procuration. Ça remonte à une année. Ils m'ont dit non, monsieur. On a reçu des instructions. On ne vous fait pas la procuration, rien. Ça, j'ai vécu ça, une procuration. Je n'ai pas droit à aller légaliser le sénateur dans le consulat de mon pays. Ça, c'est un pays. Mais je ne tombe pas dans le piège qui est dressé comme ça pour que les Algériens explosent. Non, je le raconte comme ça pour la première fois que je le dis. C'est la première fois. J'aurais pu écrire un article dessus. J'aurais pu dire les dossiers qu'ils essaient de monter contre moi. Toutes ces formes d'action, appelons ça des divagations, des dérives, sans plus. Sans plus. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, beaucoup plus que moi, des gens qui ont été la proie de répression. J'ai été réprimé moi aussi. On m'a coupé ma retraite. Ma retraite a été bloquée, pour vous dire. Bon, je suis amené à le dire maintenant, je le dis, mais c'est pour vous dire que je n'en tire pas des arguments pour appeler les gens à faire ceci. Non, je me dis qu'il faut pouvoir mettre l'intérêt supérieur du pays, comme ils savent dire cette phrase, mais ils ne font rien pour la réaliser. Alors je dis, réalisez ça, pensez maintenant. On a assez de temps, parce que les temps ont changé. Il y a un danger gravissime qui plane sur tous les pays du monde. Un pays peut être une puissance, la Chine est une puissance. La Chine ne dit pas je suis premier, j'occupe le premier rang dans telle chose, et pourtant elle occupe dans beaucoup de domaines le premier rang. Le Chinois, il travaille en silence. Il travaille en silence. J'ai raconté quelque chose un jour dans mes écrits. Un vice-premier ministre chinois que j'avais rencontré à Genève, que j'avais félicité pour les progrès de son pays, qui m'a dit non, monsieur, on est un pays sous-développé. Moi, j'ai rougi à sa place. C'était en 2002, c'est pas au XVIIIe siècle. La Chine travaille, réalise dans le domaine de l'espace, de l'armement, de la technologie, des matériaux, des nouveaux, des choses fantastiques dans le silence. Et ils ne disent pas qu'on est le premier, on ceci ou cela. Alors que nous, on est pratiquement le dernier dans presque tout. Et on a comme ça, bon, il faut revenir aux réalités, au sens des réalités. Moi, je voudrais que ce qui reste aux institutions en place, comme délai de mandat, leur mandat légal, qu'ils l'utilisent à sauver l'Algérie, parce que maintenant, il y a des périodes qui n'existaient pas il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, autant de chèques, autant de boutefs. Il n'y avait pas ce monde-là. Le monde a changé en très peu de temps. Regardez comment un pays qui veut annexer le Canada, le Groenland, l'Iran, il est là, monsieur Trump peut demain venir et dire qu'il nous ont mis Israël et la frontière marocaine. Il dira non, 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 l'Algérie. Et maintenant, ça bouge tout autour de nous. Tout le monde veut revoir les frontières au détriment de l'Algérie. Et ça, c'est des signes avant-coureurs. C'est pas comme ça des gens qui sont devenus brusquement fous. C'est des signes avant-coureurs pour dépecer. Il y aura un congrès de Berlin que pour l'Algérie. Que pour l'Algérie. Pour la réduire à la portion congrue. Voilà ce qu'on cherche. Et voilà pourquoi la prochaine élection législative ne devrait pas avoir lieu si la Kabylie ne vote pas massivement. Massivement, pour montrer au monde qu'il n'y a pas de problème de Kabylie, d'autonomie, de l'indépendance de la Kabylie. Autonomie, oui, pourquoi pas. On Mais peut refaire. Moi, les dernières élections en Nordin Bokro, ce n'est pas seulement la Kabylie qui n'a pas voté massivement au présidentiel, c'était le plus grand boycott massif depuis l'indépendance du pays aux élections présidentielles. Ce n'est pas seulement la Kabylie. Mais les autres portions de l'Algérie ne sont pas, en quelque sorte, déjà coupées comme ça. Voilà, il y a une différence. Il y a une homogénéité en Kabylie géographique, intellectuelle, mentale, politique. C'est le cœur de l'Algérie, le cœur battant de l'Algérie, sur tous les plans, ce que la Kabylie a fait pour la révolution algérienne, tout ça. En matière de conscience politique, je ne vous le fais pas dire. En matière de conscience politique, la Kabylie est vraiment à l'avant-garde. Voilà, on ne va pas dire les gens, c'est-à-dire ceux qui dirigent les plans de la lutte, ce qu'on appelle la lutte idéologique, qui est l'arrière-plan de la lutte stratégique, des grandes stratégies qui sont mises en action dans le monde. Il y a toujours des penseurs, on l'appelle les nouveaux conservateurs, monsieur X et Y, monsieur, comment il s'appelle celui qui a écrit enfin, peu importe. Beaucoup de gens définissent les axes de la politique des États, des grands États, les politiques futuristes à venir, prospectivistes. Nous, bien sûr que l'Algérie a de tout temps
boycotter les élections dans des proportions. Il y a eu comme ça, bon, toujours des trafics, on le sait, des fraudes électorales, et j'en sais quelque chose à mon détriment, C'était plus de personnellement. l'abstentionnisme que du boycott. Mais ces derniers temps, c'est un boycott actif. Oui, oui, parce que c'est ce qui s'est produit à cause du Hirak, parce que le Hirak s'était exprimé, avait porté des espérances, des solutions, des projets, et puis voilà, il y a eu le Covid qui les a mis, qui les a séparés physiquement, parce que c'était contagieux, etc. Et puis les politiciens, le régime politique qui, bon, au début a dit, bon, ça c'est quelque chose de divin, de formidable, qui est béni de Dieu. Et puis juste après, on met les animateurs, les principales figures du Hirak en prison. C'est pas normal. Alors, C'est nous pas allons... normal et c'est pas acceptable. Oui, Mais ça, pardon, mais en 2019, il n'y avait pas le projet de Kabylie. Maintenant, il est là sur la table et c'est le seul pour l'instant. Quand il y en aura un à Biskra, une république à Djelfa, quand il y aura des gens qui montreront, ça, seulement pour ça, mais pour le moment, c'est la Kabylie. La Kabylie, elle est là. On pense que elle est jouable parce elle est représentée à l'étranger, dans la diaspora. Elle occupe une place importante, elle s'exprime, elle développe, il y a des figures intellectuelles, des chanteurs, des acteurs et tout. Donc, c'est le problème du moment. Moi, je parle de faits factuels, de choses factuelles. La Kabylie est là. très bien. Il y a des États qui ont failli la reconnaître et qui vont la reconnaître. Moi, je vous le dis, il y a des pays qui attendent. Chacun attend qui sera le premier. Mais après le premier, il y aura toute une queue leu. Alors, nous allons aller vers un volet de votre expression politique sur les réseaux sociaux notamment, celui de cette dévalorisation du dinar, dites-vous, et de d'autres propositions économiques que vous abordez. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Voilà, je viens de donner l'exemple de Téhéran. Et nous, le 28, nous aussi, il y avait une dévaluation, une dévalorisation permanente. Parce que nous avons deux taux. Un taux administré officiel, à peu près un dinar enfin 150 dinars pour un dollar ou un euro, mais pas le contraire. Et notre dinar ne vaut plus rien. Maintenant, il faut 300 dinars pour avoir un malheureux euro. Et ça va mener un jour l'Algérie à une situation explosive. Ça, les gens, quand ils n'auront plus de quoi vivre, et c'est le cas déjà de beaucoup, les gens renoncent, il y a des renoncements. Moi, je passe ceci, on n'achète pas cela, on ne peut plus accéder à tel produit, à tel. Mais viendra un moment où le dinar ne vaudra plus rien. Pour l'instant, on fait tourner la machine, la, la, pour créer la monnaie, la création monétaire. La création monétaire, il n'y a pas que la fabrication de billets. Elle se fait par les banques elles-mêmes. Celui qui crée la monnaie, c'est les banques à travers les crédits qu'elles accordent, etc. Je dis qu'il faut mettre en plan au niveau de la Banque centrale algérienne des politiques visant à essayer d'étancher, de capter le maximum de dinars qui sont de la masse monétaire qui circule dans le marché parallèle, dans le marché noir, qui ne sont pas déclarés. Comme bon, il y a une mesure qui a été prise il y a quelques jours, le 28 justement décembre, on a dit, bon, le gouvernement avait décidé de refuser les gens qui venaient faire des dépôts dans leur compte de sommes d'argent en billets. Ils disaient non, on n'accepte pas, vous ne les déposez pas. Non, c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut accepter que l'argent qui est dans le marché noir rentre dans les circuits bancaires et qu'il n'en sorte pas. Il faut proposer aux gens des actifs financiers, des bons du trésor, des titres financiers qui peuvent être créés par le trésor, par les banques, etc., pour essayer de dire, amasser, il faut capter la masse monétaire et proposer aux gens des formules de blocage, de dépôt à terme. Quelqu'un vient avec 20 milliards, bon, monsieur, vous ne la retirez pas comme ça, on ne la Mais met pas encore dans faudrait-il qu'il y ait la le compte courant, confiance, on le met Nordine dans un Bokra. compte d'investissement. Pardon? Encore faudrait-il qu'il y ait la confiance. Or, les gens ne font plus confiance au dinar et ils préfèrent le garder dans leur cave, dans leur placard, pour pouvoir éventuellement l'échanger très vite en devises étrangères. Justement, parce que les gens ne fonctionnent pas à la crainte, ils fonctionnent à la confiance, comme vous le dites, et surtout à l'intérêt. Derrière l'intérêt de la confiance, il y a quelque chose de mieux, c'est l'intérêt. Quand quelqu'un sait qu'il peut déposer, on ne va pas lui poser de questions, il peut mettre les centaines de milliards qu'il a à la banque. La banque gagne à utiliser cet argent pour faire les futurs crédits, et non pas, ou pour financer des dépenses publiques, et non pas en imprimant des billets. Déjà, ça qu'on arrête la billetteuse, la création monétaire par la monnaie fiduciaire. Elle devient de la monnaie scripturale.
les gens gardent la possession de leur argent, mais ne le retirent pas avant un terme convenu de part et d'autre, un contrat avec entre la banque et l'individu. Voilà. Donc, on va réduire un peu la masse monétaire pour que les gens, parce que si on n'accepte pas, le monsieur, qu'est-ce qu'il va faire de ces 20 milliards? Il ne va pas les mettre sous le lit, sous son oreiller. Il va les acheter des devises avec, parce qu'il sait que la devise a une valeur impérissable. Au contraire, elle monte, sa valeur monte. Donc, nous, c'est pour assécher, il faut assécher. Il faut assécher déjà la masse monétaire, assécher le dinar lui-même. Il faut raréfier, comme je l'ai écrit, rendre rare le dinar. Il voulait une valeur, il devient rare, il devient cher. Et ça, les gens, petit à petit, il peut prendre le caractère d'une devise. Il devient une devise. Parce que c'est la rareté qui fait la valeur de quelque chose, y compris de la devise. Lorsque le dinar aura atteint un degré de rareté, les gens ne vont plus acheter, ils n'ont pas de quoi acheter l'euro. Et il faut par d'autres mesures, parce qu'il faut un ensemble, il faut une batterie de mesures, l'État, pour mettre fin au change parallèle, créer les fameux guichets de change dont on parle depuis 40 ans, mais que personne n'a jamais mis sur pied. On ne sait pas pourquoi. En fait, on sait pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui brassent des masses de billets d'argent incroyables et qu'ils vont changer sur le marché, dans les marchés parallèles, ils achètent les devises. Et c'est comme ça que se fait la fuite des capitaux. Mais si l'État a décidé d'une politique de convertibilité progressive, on a déjà la convertibilité commerciale extérieure, il faut rendre maintenant le dinar lui-même convertible et accessible aux citoyens. Mais je ne sais pas comment le faire avec l'histoire de la location touristique de 750 euros par mois, par an, profit du citoyen, et puis voilà, maintenant on cherche des subterfuges pour l'annuler. Non, il faut s'engager, tant que l'Algérie, bien sûr, il faut avoir un niveau de réserve de change en devise pour essayer de généraliser la convertibilité plutôt que de la condamner. Nous Mais ça, arrivons il n'y à a la pas. fin de l'émission Nordin Boukrouh, mais avant de vous quitter, avant de vous remercier, vous avez parlé tout à l'heure, entre autres personnages, de Ali El-Hammami, que j'ai eu la chance de lire, d'en lire le fameux roman maghrébin Idriss, Idriss. où il nous parle de Khattabi, du fameux Daïr berbère, de cette magnifique cohésion du peuple marocain, arabe, arabo-berbère et berbère, à travers l'affaire du Latif. Voilà. Et il nous décrit avec une émotion incroyable la vie dans la communauté berbère du Rif. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot brièvement, moins d'une minute, s'il vous plaît? Ali El-Hammami a participé à la lutte anticoloniale menée par Al-Khattabi dans le Rif. Il a combattu, il a pris les armes. D'ailleurs, ce livre, Idriss, il est préfacé par Abdelkrim Al-Khattabi. Abdelkrim Khattabi, il connaît le parcours et il n'y a pas qu'Ali El-Hammami. Beaucoup d'Algériens, plusieurs Algériens, beaucoup d'Algériens, d'ailleurs même en Égypte, les militants nationalistes algériens, avant de disposer, que l'Algérie, enfin, le mouvement national ne dispose de bureaux en Égypte, ils allaient au bureau créé par le Khattabi au Caire dans les années 50. Dans les années 50, les Algériens ont participé à la lutte contre les Espagnols et les Français dans le Rif. Et Abdelkrim Khattabi en tenait, il avait une grande reconnaissance et il a qualifié Ali El-Hammami de le combattant de la plume et de l'épée. C'est-à-dire, voilà, il était sur les deux fronts. Voilà. Et ça, il est mort dans un accident d'avion. Il a été oui, enterré à Alger. Et rappelons qu'il est originaire oui, de Ain el-Hammam. Merci. exact, en 48. En 48, il est mort après son retour de Bandung, il me semble. De Karachi, Pakistan. Ah, de Karachi. Karachi. Merci Nordin Boukrouh, ça a été un vrai plaisir. J'espère que vous reviendrez souvent nous entretenir de ce qui se passe dans notre pays avec votre verve et votre justesse de vision. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bonne soirée à vous.
Décryptage par Jamaldine Benchenouf.